Bonjour et merci de m'avoir refait encore confiance pour mener un petit peu cet atelier cet après-midi sur la cheville. Et donc moi mon rôle c'est de vous parler un petit peu de l'imagerie, pas de la cheville mais des ligaments, notamment latéraux de la cheville. Donc l'imagerie, comme vous le savez, va intervenir à plusieurs moments. Si on veut investiguer ces ligaments latéraux, on va intervenir à plusieurs moments. Et moi, j'aimerais bien qu'on discute. Je ne vais pas vous faire juste la sémiologie, le ligament ressemble à ceci ou à cela, quand il est normal, quand il est pathologique. Mais j'aimerais bien qu'on parle aussi de la place de chaque moyen d'imagerie à tel ou tel moment, chez qui, comment, etc. Donc, ça serait bien qu'on sorte à la fin de cet après-midi entre les rhumato-cliniciens avec des conduites à tenir claires dans la tête. Donc voilà, bon, un beau rappel anatomique que vous venez d'avoir, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc l'imagerie, bien sûr, à un moment, la première chose, quand on parle d'imagerie, forcément, on n'oublie pas les radios standards, d'accord? C'est vrai qu'il y a l'IRM, il y a l'écho, il y a l'arthroscan, mais la radio standard, forcément, c'est le début, d'accord? Il ne faut pas l'oublier, il faut être méthodologique et on commence par le plus simple parce qu'on peut avoir énormément d'informations à condition de bien regarder ces radios, d'accord? Parfois, on peut passer à côté de certaines lésions parce qu'on a vu un petit peu comme ça, à la légère. Non, il y a des points clés à regarder, que ça soit, quand on parle de pathologie de ligament, on parle de l'entorse, qu'elle soit fraîche ou qu'elle soit ancienne, avec toute sa ribambelle de séquelles. Donc, qu'on soit à la phase aiguë ou plus tard, quand on a des évolutions défavorables après une entorse ou des douleurs du compartiment externe de la cheville, on commencera par ça. Il faut faire au minimum ces 3 incidences, face profil, avec des inclinés qui dégagent bien la mortaise. D'accord? On regarde bien les points clés. Chez l'enfant, je ne sais pas s'il y a des pédiatres ou des gens qui s'occupent aussi des enfants ici. On sait très bien qu'il y a des cartilages de croissance qui peuvent mimer parfois des avulsions. Ok, d'accord. Je suis trop petite. Donc, on n'hésite pas chez l'enfant de faire parfois des comparatifs pour ne pas donner comme avulsion juste un noyau épiphysaire. Ça, c'est le piège vraiment classique chez les enfants. On cède d'autres clichés en cas de besoin et les dynamiques éventuellement, mais pas en phase récente ou d'entorse fraîche, bien sûr. Ça se fait à la phase chronique quand on n'a pas d'œdème, quand on peut se permettre de faire des dynamiques pour tester la laxité de cette cheville. Et on peut avoir beaucoup d'informations, on peut avoir des avulsions, on peut découvrir des fractures qui peuvent passer inaperçues. C'est vraiment le nombre de fractures, d'avulsions osseuses qui passent inaperçues en radio standard, c'est important. Parfois, on les récupère a posteriori parce qu'on a fait une autre imagerie, comme l'écho, comme l'IRM, comme le scan, et c'est a posteriori qu'on les retrouve sur les radios. Donc, regarde bien ces radios, un diastasis, tibiofibulaire, une petite lésion du dôme. Voilà le type un peu des anomalies qu'on va chercher. Après, l'échographie, d'accord? Quelle est l'échographie, avant de vous parler de la sémiologie normale de tous ces ligaments? Quand est-ce qu'on va faire cette échographie? Quand on a des lésions ligamentaires, c'est pas une indication très à tort et à travers. Alors, quand on a une entorse fraîche, une entorse récente, est-ce qu'il y a lieu de faire une échographie? Ou est-ce qu'on se suffit de la radio standard et de l'examen clinique? Il y a des cas particuliers qui sont actuellement validés pour aller vers l'écho en cas d'entorse fraîche. Et chez qui? Il y a le sportif professionnel, bien sûr. Chez le sportif professionnel, c'est l'avenir, c'est la carrière sportive qui est en jeu, c'est de l'argent qui est en jeu. Donc, on n'hésite pas à faire cette échographie. Comme vous l'a dit, professeur Chagall, le mieux, c'est pas tout de suite, quelques jours après l'entorse, parce qu'on a moins d'œdème, on a moins de douleur. Donc, on peut mobiliser un peu cette cheville, parce qu'on, comme on va voir après, on ne fait pas qu'une étude statique, on fait aussi des manœuvres dynamiques. Donc, il faudrait qu'on soit capable de faire bouger cette cheville pour avoir les informations qu'on veut chercher. Alors, s'il y a des signes cliniques immédiats de gravité, c'est-à-dire il y a une discordance quand même entre... on doute sur
autre chose à part une simple entorse de ligament, comme une fracture, une avulsion osseuse, une lésion d'un tendon. Donc là, parce que tous ces éléments peuvent changer la conduite à tenir. On peut ne plus se suffire d'immobiliser cette cheville pendant 3 semaines. On peut aller vers 6 semaines, vers la chirurgie. Donc, quand on suspecte quelque chose d'autre à part une lésion ligamentaire, ou alors lorsqu'on a un doute sur le siège, comme vous l'avez vu, c'est le ligament talofibulaire antérieur qui est le plus souvent touché, n'est-ce pas? Mais on peut avoir d'autres ligaments. Et la lésion, il se trouve que autant le ligament talofibulaire, on peut se suffire de 3 semaines d'immobilisation, vous me corrigerez après, autant pour d'autres ligaments, il faudrait beaucoup plus de temps. Donc si on a un doute, le siège de la douleur ne correspond pas au siège anatomique du ligament talofibulaire, on doute sur une atteinte de la syndesmose, donc c'est des choses qui changent la conduite à tenir. Donc on y va. Et puis, quand on suspecte une lésion associée, un tendon, un rétinaculum, une luxation d'un tendon, voilà, on y va et on fait cette échographie au moment, quelques jours après l'entorse fraîche. Dans les cas des séquelles d'entorse, qu'est-ce que j'entends par séquelles d'entorse? C'est une entorse qui évolue mal. On a immobilisé, on a fait notre kiné, mais ça va toujours mal. Là, par contre, les indications sont assez larges. Là, on l'a fait, l'échographie, il n'y a pas vraiment de critères de profession sportive, etc. On y va et on fait un bilan lésionnel de cette entorse. Alors, pour mener à bien, donc on a les indications, on est dans le cas de figure, on va faire l'écho, il faut quand même la mener à bien, cette échographie, d'accord? C'est une étude qui doit être vraiment, il faut toujours être standardisé dans sa tête. D'accord? Il ne faut pas, le patient par exemple vous dit j'ai mal ici, vous n'y allez pas. Hein. Commencez votre investigation échographique de la même manière toujours pour tous les patients. Ça vous permet de ne pas oublier certaines étapes, de ne pas oublier certains ligaments, de ne pas oublier certaines régions. C'est très important. Donc, en l'occurrence ici, on est sur une entorse latérale, des douleurs latérales, on commence par le ligament, les différents faisceaux du ligament collatéral latéral, le talofibulaire antérieur, le calcanéofibulaire. Celui-là, par contre, malheureusement en échographie, vous allez voir après sur les images IRM, après, c'est trop profond, on ne le voit pas en écho. Mais on ne se suffit pas là. On fait ce compartiment externe, ces ligaments latéraux, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faudrait être plus global parce qu'on peut avoir vraiment d'autres lésions. Donc, on n'oublie pas la syndesmose, ici, le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. D'ailleurs, je vais en parler au fur et à mesure après. Je l'intègre quasiment dans ces ligaments collatéraux, même si, de point de vue définition, il ne fait pas partie, parce qu'il y a une proximité. On peut avoir le même mécanisme lésionnel. C'est un peu la même région, ça peut être un peu la même région douloureuse, donc il faut le faire. Et puis, n'oublie pas, surtout quand on est dans les séquelles de l'entorse, on sait très bien que parfois dans les séquelles, on peut avoir du tissu fibreux, du fibrohématome qui se constitue, il peut entraîner un syndrome de conflit. D'accord? Donc, où est-ce que ces matériaux peuvent se ramasser, se collecter? Au niveau de la gouttière, à ce niveau-là, au niveau entre la malléole et le talus, au niveau de la gouttière antérolatérale. Donc, on regarde cette partie. On est toujours sur le compartiment latéral, mais entre ligament et ligament, regardez ces parties molles à la recherche de tissu anormal qui serait en faveur du tissu fibreux responsable d'un conflit. Bien sûr, on explore les tendons fibulaires. Il faut absolument les explorer. Le même mécanisme qui entraînait une déchirure d'un ligament à ce niveau-là est capable d'entraîner une lésion tendineuse. Donc on le regarde avec ces rétinaculums. Un mécanisme qui est capable d'arracher un ligament est capable aussi d'arracher un rétinaculum. Et on les voit en échographie, les rétinaculums, et on cherche s'ils sont rompus, ce qui entraînerait une luxation des tendons fibulaires. Le sinus du tarse, c'est juste à ce niveau-là, on a qu'à reculer un peu la sonde ici pour le regarder. Les ligaments de Chopard, c'est vrai, on n'est plus dans le ligament collatéral, mais ça je vous dis, c'est ce qu'il faut. Il faut avoir cette conduite à tenir de l'examen, le faire à chaque fois. De toute façon, ça permet aussi d'augmenter sa compétence par rapport à l'échographie. D'accord? C'est parce que l'échographie, c'est une courbe croissante d'apprentissage et d'auto-apprentissage. Donc, on ne va pas se limiter parce que, non, il a mal ici, je regarde ici. Non, je regarde un peu tout. On va même sur le versant médial. Comme je vous l'ai dit, c'est très important pour augmenter son expérience par rapport
par rapport à l'échographie. Bien sûr, quand vous posez la sonde, vous allez voir aussi des surfaces osseuses qu'on regarde parce qu'on peut vraiment choper des avulsions osseuses, on va le voir après, qu'on ignore complètement en radiostandard. Et puis bien sûr, quand vous avez fait tout ça, de toute façon, au fur et à mesure, ce n'est pas à la fin de l'examen, à chaque fois que vous voyez un ligament, vous le testez en dynamique. Donc, alors vous avez bien vu les repères cutanés, on a toujours besoin d'avoir des repères cutanés pour retrouver les ligaments. Donc, vraiment, c'est de l'anatomie palpatoire. On palpe, par exemple, quand vous voulez voir le ligament talofibulaire antérieur. Vous mettez votre sonde ici. Un bout repose sur la malléole et l'autre bout, il n'est pas horizontal, il regarde en haut et en dedans pour être dans le plan du ligament. D'accord ? Voilà, donc on peut faire des petites bascules par la sonde pour le retrouver. Il est facile à regarder, c'est une formation qui est hyper échogène, on voit bien l'aspect fibrillaire. Et la surface osseuse, et tant qu'on y est, on regarde donc ces surfaces osseuses, si elles sont lisses, est-ce qu'elles sont irrégulières, est-ce qu'il y a des anthésophiles, des petits arrachements osseux, etc. Alors, la manœuvre dynamique, c'est des flexions dorsales, d'accord, pour tester ce ligament. Et puis, on peut faire aussi des rotations externes, internes. Donc, à quoi ça sert? Donc, au repos, le ligament peut être un petit peu détendu comme ça, le voilà. Lorsqu'on fait ces manœuvres de flexion dorsale, il se tend. Et c'est là où on va tester est-ce qu'il est continu, incontinu. Normalement, parce que franchement, parfois, on peut avoir l'impression qu'un ligament est continu, mais lorsqu'on le teste, on voit un mouvement anormal de l'articulation. Par exemple, regardez, sur une flexion ici plantaire, une interligne, et sur un côté où le ligament n'est plus est trop étiré et déchiré, on peut voir des diastasis anormaux qui apparaissent au cours des manœuvres dynamiques. Les dynamiques nécessitent une certaine dextérité. Hein. Il ne faut pas le pied bouge comme ça. Il faudrait vraiment être bien positionné par rapport à la sonde pour que le ligament n'échappe pas, parce que c'est des petites structures. Donc il faudrait vraiment bien positionner pour que le ligament n'échappe pas à votre champ visuel lorsque vous le testez. Et c'est pour ça, amusez à le faire, même chez des patients qui viennent pour autre chose, pour une synovite, pour autre chose. Testez toujours. Alors après, le ligament talofibulaire antérieur, c'est aussi facile. Vous n'avez qu'à switcher, on le connaît anatomiquement, on a notre repère palpatoire, la malléole, et on se met en oblique comme ça, en bas et en dedans, comme ça, pour bien le dérouler. Là aussi, un ligament normal, c'est un ligament qui est hyper échogène, d'aspect fibrillaire, bien tendu, et on le regarde le corps, bien sûr, mais on regarde aussi bien les insertions. Et d'ailleurs, c'est les insertions en fait qu'on teste lorsqu'on fait les dynamiques. Est-ce qu'ils restent collés? Est-ce qu'ils se décollent? D'accord? Autre chose, il y a quelque chose d'important que je voudrais souligner aussi. Essayez au maximum que le ligament soit horizontal, parallèle à votre sonde. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a notre ennemi juré en échographie, c'est l'artefact d'anisotropie. L'artefact d'anisotropie, lorsque une structure, que ce soit un ligament ou un tendon ou un nerf, devient oblique ou même perpendiculaire par rapport au plan cutané, il devient noir. Or, le noir, on peut le prendre pour un aspect anormalement hypoéchogène du ligament et donc le prendre comme une lésion, alors que c'est juste cet artefact. On va voir peut-être une image. Et donc, la manœuvre dynamique, donc on va faire des inversions-réversions, tout en restant bien maintenu sur le ligament. On peut même faire aussi, si on a le temps tout à l'heure de faire les dynamiques, la manœuvre de l'arrache-botte. On se met sur le talon ici, avec la poignée de la main, et on peut tirer comme ça, et tirer tout en faisant cette manœuvre d'inversion en dedans, pour tester la continuité de ce ligament. Ce ligament, on va aussi le voir en coupe orthogonale, on va se mettre perpendiculairement à lui pour le voir, mais c'est surtout pour voir l'ajout du talus, là où on peut avoir des petites fractures, des petites avulsions osseuses qui vont échapper à la radiostandard vu les projections osseuses. D'accord? Donc on voit bien la surface ici avec le cartilage et le ligament qui est au niveau de la partie inférieure. Le calcanéo-fibulaire, il est un peu plus difficile. Pourquoi? Alors,
on se met comme ça obliquement, voilà, en arrière, on repose un bout de sonde sur la malléole, l'autre un peu en bas et en arrière pour le dérouler. On a parfois des difficultés à le voir. Pourquoi? Parce qu'il passe sous la malléole. Et si la malléole elle est un peu proéminente, elle masque une partie du ligament. D'accord? Donc parfois vraiment, et puis il est un peu plus profond que le reste, que les deux autres ligaments. Donc il peut être parfois difficile. Donc là aussi, il faut au fur et à mesure s'entraîner à le faire. Et puis si vous n'arrivez pas à le voir, ayez comme repère anatomique, quoi? Les fibulaires, tout à fait. De toute façon, il est toujours perpendiculaire au fibulaire. Quand vous voulez l'avoir, le tendon comme ça, forcément, vous coupez les fibulaires transversalement, ils sont là. Je ne sais pas ce que ça donne ici, je ne regardais pas. Ça va? Ça passe? Donc, si vous avez une coupe longitudinale de ces tendons fibulaires, forcément, le ligament au-dessous, vous le coupez transversalement, vous n'allez pas trop bien le voir. Donc, on le coupe, voilà, on cherche comme repère les tendons. Et lui, vous voyez, au repos, il est un peu détendu, d'accord? Il est comme ça, voilà, il est comme ça. Il est un peu détendu avec les tendons qui se reposent dessus. Et on va le tester. Par des manœuvres, on est positionné sur le ligament, par des manœuvres comme ça, en forçant la rotation interne du pied. Et donc, ça permet d'entraîner une rectitude. On le tend un peu, et donc on le teste, voilà, on arrive à le tendre, et le test, comment on sait s'il est continu ou pas, s'il est pas rompu, quand on fait cette manœuvre de rotation externe du pied, il repousse les tendons fibulaires vers le haut. S'il n'arrive pas à les repousser, si vous faites cette manœuvre et que le tendon reste en place, qu'il ne bouge pas, c'est qu'il y a probablement une rupture de ce ligament. Alors, l'IRM. L'IRM, ce qu'on l'a fait souvent aussi, on va parler indication. Quand est-ce qu'on va faire cet IRM avant de vous montrer un peu à quoi ça ressemble ces ligaments en IRM? Quand est-ce qu'on l'a fait? Quelles sont les indications? Est-ce que la phase aiguë, après une entorse, ça a une indication? Quelques indications, et ça restera toujours notre sportif professionnel. D'accord? Pas automatiquement, pas dès le début, mais si l'échographie n'a pas répondu. On a fait notre radio standard, notre écho, ça n'a pas été suffisant. Hop, on ne perd pas trop de temps. Hein. Normalement, chez l'athlète, le sportif de haut niveau, on y va et on explore cette cheville. D'autant plus si cliniquement, ça va pas très bien et qu'à la radio écho, on n'a pas une explication pourquoi il y a une telle clinique qui est importante, il y a une impotence fonctionnelle importante qui n'explique pas. Pour le sportif, surtout, il faut y aller. Même pour monsieur tout le monde, si on n'arrive pas, s'il a une impotence fonctionnelle anormale, avec un bilan initial qui ne répond pas à la question, que ça peut changer la conduite à tenir, on y va. S'il y a une indication a priori chirurgicale, mais tout ça, ça se discute, d'accord? C'est pas un canevas, ça se discute au cas par cas. Pathologies complexes ou intriquées, par exemple une cheville avec un long passé d'entorse, d'instabilité, de fracture avant, et sur cette cheville déjà malade, il y a une entorse récente, on peut être amené à faire une IRM pour comprendre ce qui se passe finalement, ce qui est récent, ce qui est ancien. Donc c'est des cas particuliers quand même. Par contre, dans les séquelles d'entorse, c'est beaucoup plus large. Les indications sont beaucoup plus larges. Moi je dirais, si on a échoué à l'échographie, à trouver une explication aux douleurs du patient, d'accord? Parce que c'est l'échographie qu'on va faire, mais que ça n'a pas répondu, ou qu'on n'a pas la compétence à côté qui va nous faire cette échographie, qui va répondre à cette question, c'est l'IRM dans ce cas qu'on va faire. Alors, pour que cette IRM réponde à vos questions, techniquement, c'est comme l'échographie. Je le dis toujours, on dit que l'échographie est opérateur dépendant, mais moi je pense qu'aussi que l'IRM est un peu opérateur dépendant quand même, parce que il faut même le choix de l'antenne. L'antenne, c'est ce machin-là où vous mettez le pied pour avoir vos images. On peut avoir plusieurs types d'antennes. Hein. Il faut les tester. Ça marche pour ce qui marche pour la cheville ne passera pas forcément pour le genou, pour la main donc on teste ces antennes. On fait des coupes dans les 3 plans de l'espace
Et puis, il faut des séquences qui sont optimisées. Ce n'est pas des séquences optimisées pour obtenir des images adéquates. Alors, je vais vous faire défiler des images un peu pour ailleurs. Je ne sais pas si ça va passer. Alors, en coupe axiale, une séquence T1, en coupe axiale, T1, c'est des séquences anatomiques. Alors, je vais quitter le suspendre. OK. Alors, ces séquences-là, c'est des séquences, on va dire, jolies. OK, un peu anatomiques. La graisse est blanche, les ligaments noirs, etc. Mais ce n'est pas les plus informatives concernant la pathologie. Concernant la pathologie, je vais vous montrer les séquences, c'est des séquences plus noires qui ne sont pas très jolies, mais c'est elles qui sont informatives. Bon, là, on va juste voir un peu d'anatomie. Et donc, on est ici sur la partie inférieure, fibula, tibia. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec les images IRM ou pas. D'accord? Ici, alors, tout ce qui est ligament, tout ce qui est tendon, c'est noir. Parce que c'est du tissu fibreux. Et donc, c'est noir. D'accord? Ça ne donne pas beaucoup de signal. Ici, ce qui est gris, c'est les muscles. Et l'os, ici, il est blanc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une séquence où on a effacé le signal de la graisse. La graisse est un peu notre ennemi en imagerie ostéo-articulaire. Parfois, on la garde, parfois, on l'efface. Donc, regardez déjà ici, on voit un ligament tibio-fibulaire syndesmose dans sa partie postérieure. C'est des petits ligaments. Hein. Regardez ici, c'est quel ligament? Ici, c'est la fibula, le tibia. C'est la syndesmose antérieure, le tibio-fibulaire antéro-inférieur. Vous voyez, il est très fin, il est normotendu, surface osseuse régulière. On regarde tout, on ne regarde pas que les ligaments, on regarde le signal de l'os, on regarde les tendons à côté et on regarde les articulations. Voilà un petit bout qui reste du ligament tibio-fibulaire antérieur. On descend, toujours ici, regardez les tendons fibulaires, les deux, le court et le long, qui sont dans la même gaine. Et là, qu'est-ce que vous voyez? C'est le ligament, ça c'est le talus déjà avec le col du talus, c'est le tibio et le talofibulaire antérieur. Vous voyez, il est fin, il est noir, il est normotendu, d'accord? Donc on voit aussi l'espace en dessous, là où on peut avoir du tissu fibreux s'il y a des séquelles, etc. Le tissu graisseux sous-cutané. Vous voyez, c'est des choses vraiment très superficielles. Et juste, regardez, on le voit toujours ici. Vous arrivez à voir? Et plus en arrière, ici, le talofibulaire postérieur. Le fameux qu'on n'arrive pas à voir à l'échographie. Vous comprenez quand vous voyez cette image, lorsqu'on met une sonde ici, vous voyez, j'ai une bonne vision, le ligament, il est quasiment parallèle à la peau. Mais ici, lorsqu'on met la sonde, il est très profond. Il y a la malléole ici. On peut avoir le bord supérieur du calcanéum un peu plus en bas. C'est très profond, on n'y arrive pas. Vraiment, on peut dire qu'en échographie, ça, on ne le voit pas. Et regardez à la différence de celui-là, qui est noir, le ligament talofibulaire postérieur, il est d'aspect strié, il est un peu plus lâche, il y a un peu du tissu graisseux qui s'insinue entre les fibres, c'est tout à fait normal, donc il ne faut pas le prendre pour quelque chose de pathologique. Et lorsqu'on descend plus bas, il y a le ligament calcanéo-fibulaire. À la limite, on peut dire qu'on ne le voit pas vraiment bien, mais on sait que c'est cette partie, il va s'interposer entre la face latérale du calcanéum et le tendon fibulaire. Donc, il est forcément, c'est cette petite structure-là, vous voyez, il est très fin, il est à ce niveau-là. Donc, à partir du moment où vous allez trop bien le voir, ou s'il est trop blanc, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Il est à la limite de la visibilité, c'est cette structure-là, vous voyez? Donc, vous pouvez le confondre avec une corticale, alors que c'est le ligament qui est plaqué contre la face latérale du calcanéum. Donc là, c'est une séquence qui est saturée. Ça, c'est les séquences qu'il faut faire. Comme vous voyez, c'est pas très joli, c'est trop noir. On peut regarder ça et ça peut être rébarbatif. Mais non, c'est vraiment des séquences. On efface la graisse qui est blanche. Vous avez dit tout à l'heure, c'était trop blanc. Alors, on efface la graisse et tout ce qui va rester en blanc, c'est du liquide, c'est de l'œdème. D'accord? Donc là où vous voyez voir du blanc, vous allez voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est normal, pas normal. Et donc
la même séquence en densité protonique. Ça s'appelle des densités. Si jamais vous entendez des radiologues parler, donc que ce ne soit pas de la science-fiction, densité protonique, FATSAT, c'est ces séquences-là, c'est ce qu'il faut utiliser pour imager ces ligaments. Et donc là, ligaments tibiofibulaire antéro-inférieur, postérieur. Et puis on descend, regardez un talofibulaire antérieur, un talofibulaire postérieur qui est probablement troublant. Après, il faut voir la pathologie, la clinique. Alors, je vais revenir vers ma présentation. Et vous parler un petit peu de l'arthroscan. Je ne sais pas si vous arrive de demander des arthroscans de la cheville. C'est assez rare quand même comme indication par rapport à l'écho, par rapport à l'IRM, c'est clair que c'est beaucoup plus rare. Et quand est-ce que, je ne sais pas, on peut en discuter après, mais quand est-ce que vous le demandez cet arthroscan? Déjà, pas de place en phase aiguë. Ça, niet, il n'est pas moyen de piquer une cheville qui vient d'être traumatisée, il n'y a pas de place aucune. Donc, ça se passe à la phase chronique lorsqu'une entorse ancienne a mal évolué, quand on a voilà. C'est quand vous avez une symptomatologie articulaire prédominante. Vous suspectez plutôt que ça se passe pas dans le ligament, dans le tendon, mais même dans l'articulation. C'est-à-dire, vous avez un doute, peut-être que je suis sur de l'arthrose post-traumatique, est-ce que j'ai un décollement d'un cartilage, ça craque, ça bloque, est-ce qu'il y a des corps étrangers intra-articulaires, voilà. Donc, c'est parce que vraiment, vous allez voir les images. C'est vraiment l'intra-articulation. Tout ce qui est ligament tendon, c'est pas vraiment contributif. Alors aussi, si vous envisagez de faire des infiltrations cortisonnées à titre antalgique et qu'en même temps vous voulez investiguer cette cheville, vous pouvez dire en même temps, je fais une imagerie, mais en même temps, je dis au radiologue d'injecter, tant qu'il est dans l'articulation, d'injecter du corticoïde pour soulager le patient. En même temps, ça nous permettra de voir ce qui se passe dans l'articulation. Donc, ça peut aussi venir dans cette... Je pique l'articulation pour injecter des corticoïdes. Pas tant qu'à faire, j'injecte aussi du produit de contraste, je fais un scanner pour voir ce qui se passe à l'intérieur parce que le reste de l'imagerie ne m'a pas trop aidé. Donc, ça peut découler de cette... on peut toujours en discuter. Ça peut être aussi, à titre préparatoire, le chirurgien veut planifier son geste, il veut voir l'os, il veut voir le cartilage. Donc là, on peut en discuter après. Donc il y a quelques impératifs. Ce qui est l'idéal, c'est de faire d'abord, c'est d'allonger le patient sur le statif, de faire un sémois. Avant de faire quoi que ce soit, ça nous permet de comparer les deux chevilles et de voir s'il y a des petites fractures, des petites choses, des petites calcifications à l'intérieur de l'internine articulaire, mais des choses qui peuvent être masquées après par le produit. Et puis l'injection, on n'a pas tellement besoin de scopie. Il vous l'a montré, professeur Chagar, il y a des repères. Il y a des repères anatomiques, je vous montre. On a vraiment des repères cutanés. Moi, je me mets entre le tendon tibial antérieur, les fléchisseurs de l'hallux, l'extenseur de l'hallux. J'ai un petit hiatus à ce niveau-là, où je me mets, et puis on injecte. De toute façon, on a des repères, on a un sentiment quand on est dans l'articulation et pas juste dans les tissus cutanés. Donc, on injecte. Et puis, on refait notre acquisition après contraste. Et ça vous donne ce type d'image. On va mieux les voir après. Je vais vous faire juste défiler. Alors, le produit de contraste qui est bien opaque. Ça, c'est le point de piqûre. Alors, ici, je vois une interligne comme ça, une ligne qui silhouette indirectement le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. D'accord? Il est là, il est tendu. Donc, je le devine indirectement. En même temps, regardez comme on voit bien les cartilages de recouvrement. Le gold standard en matière d'imagerie du cartilage, c'est l'arthroscanner. Donc, on le voit très bien. Donc, on voit la diffusion du produit de contraste dans l'articulation. On voit s'il y a des corps étrangers qui baignent à l'intérieur. Donc, on voit s'il y a des décollements de cartilage. On voit si du produit de contraste va dans des endroits anormaux qui signeraient indirectement une extravasation du produit, une rupture d'un ligament.
Alors, je vais vous montrer le ligament. Ici, le voilà, le ligament talofibulaire antérieur que j'ai silhouette par le produit, d'accord? Mais ça reste, comme vous voyez, des études indirectes, d'accord? Donc, on va en parler tout à l'heure en pathologie. Voilà, je cède ma place pour la pathologie. S'il y a des questions...